sais, en fait, la manière que c'est arrivé, c'est qu'aux entrevues, c'était juste moi puis Guillaume. Puis les partenaires de Real Ventures ont dit « Fait que c'est qui le CEO? » Puis là, moi puis Guillaume, on s'est regardé. Puis là, moi, j'ai dit « Ben, j'imagine que c'est moi, genre. » Mais comme, tu sais, c'était vraiment... Ça en prenait un. Puis nous, on a une responsabilité d'influencer les choix des gens parce que les gens ouvrent Transit pour savoir c'est quoi leurs options de transport. Le jour où il y a un service de voiture autonome qui est lancé dans une ville, nous, on a le pouvoir de driver les gens vers ces services-là. On veut influencer les comportements des gens, de comment ils se déplacent. Puis on espère qu'un jour, la ville soit un petit peu plus agréable pour tout le monde à cause qu'il y aura moins de voitures, puis il y aura plus de gens, puis de piétons et de cyclistes et de tout sauf la voiture solo. Cette semaine, j'accueille Sam Vermette. Comment ça va, Sam? Ça va bien, merci. Good. Merci beaucoup de te déplacer pour... Merci de l'invitation. J'imagine que ton horaire doit être assez occupé présentement. Ça va. Ça va. Alors, Sam, écoute, cofondateur, président de Transit App, une application qui est partout dans le monde, numéro 1 maintenant aux États-Unis pour le transport en commun. Comment qu'on passe de cet empire-là, en devenir encore plus même, et que tout ça a démarré à partir d'un hobby? As-tu toujours été un programmeur? As-tu toujours été... Dans cette fibre entrepreneuriale-là? En fait, j'ai toujours été passionné par juste bâtir des produits. Dans le fond, bâtir des choses que les gens utilisent en commençant par moi-même. Donc, c'est un peu un angle un peu égoïste, si on veut, parce qu'à la base, je bâtissais, c'est ça, avant Transit, je bâtissais des applications web que moi-même, j'avais un besoin pour. Par exemple, je voulais organiser mes finances. Fait que là, je trouvais qu'il n'y avait rien qui correspondait à ce que je voulais. Fait que je construisais un système pour rentrer des factures, des trucs comme ça. Puis c'est un peu comme ça que j'ai appris à programmer. Dans le fond, j'avais des besoins, puis je voyais que la programmation, c'est relativement accessible, que, tu sais, dans le fond, tout est sur Internet, tu peux apprendre par toi-même. Fait que j'ai appris à programmer par moi-même. J'ai toujours été vraiment passionné, attiré par le design en général. Là. Apple, j'ai suivi l'évolution d'Apple de très, très tôt jusqu'à aujourd'hui. Puis ça a toujours été une espèce de modèle de « OK, c'est comme ça que tu fais du design épuré, puis que tu conçois vraiment... tu as une approche utilisateur, tu conçois un produit que les gens veulent utiliser. » Puis fait que j'ai fini par étudier le design industriel à l'Université de Montréal parce que j'étais pas certain que je voulais passer ma vie à programmer, si on veut, parce que, tu sais, dans le temps, c'était vraiment les startups, Google, Twitter, tout ça, ça commençait. On remonte à quelle année, à peu près? Ça, c'est quand je suis rentré à l'université, fait que 2006 que je suis rentré à l'université. C'était en plein essor. C'est en plein essor, puis au Québec, ça l'était moins. Il fallait un petit peu plus chercher pour réaliser qu'il y avait un essor. Mais fait que j'étais pas certain que je voulais vraiment faire ça de ma vie, programmer. Fait que j'ai décidé d'aller en design industriel. Parce que j'aimais... En fait, j'ai réalisé que c'est un métier, là, concevoir pas juste comme l'objet virtuel, mais aussi l'objet physique, tu sais, des objets que tu touches dans la vie de tous les jours, puis que souvent tu trouves qu'ils fonctionnent mal, puis tu as envie d'améliorer. Puis en fait, à mi-chemin de mes études, c'est un bac de 4 ans, il y a l'iPhone qui est sorti. Et puis là, jusqu'à maintenant, j'avais programmé pour le web, mais j'avais jamais programmé des applications. Puis avec l'iPhone qui est arrivé, là, c'est une espèce de mix entre le design industriel puis le design d'interface de logiciel parce que c'est dans ta poche, c'est tout le temps avec toi, c'est super personnel comme utilisation, dans le fond, d'un produit. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, là, tu sais, c'est le début, fait que c'est le bon moment pour apprendre à programmer pour iPhone. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à programmer pour iPhone, puis vu que j'avais une expérience en design web, j'ai pris cette expérience-là pour l'appliquer, dans le fond, à la conception d'applications. Puis, bien évidemment, encore une fois, il y avait beaucoup de ressources. Puis, tu regardais ce qu'Apple faisait. Puis, tu sais, dans mon évolution en tant que designer, Apple, ça a toujours été le modèle que quand je sais pas quoi faire, je vais faire comme Apple. Puis, c'est aussi ce qu'Apple recommande. C'est que, tu sais, aventure-toi pas d'essayer de réinventer la roue à chaque fois. Tu sais, eux, ils fournissent des guides puis des modèles, dans le fond, de voici comment concevoir une application. Fait que c'est comme ça que j'ai appris mes premières applications. Ma première application, c'était un jeu, là... Donc ça, on parle avant que tu étudies à l'université. Donc, tu as commencé à programmer pour toi-même sur des produits, des applications à partir de quel âge? Pour les applications web, j'avais peut-être 14-15 ans. Oh mon Dieu, OK. Tu étais un early adapter qu'on appelle. C'était impressionnant. Oui, en fait, j'avais un grand frère que lui était en infographie. Il avait peut-être, dans ce temps-là, il devait avoir 18-19 ans. Lui, il faisait beaucoup de design web. Il commençait à faire des sites web. Fait qu'il m'a, comme, dans le fond, appris vraiment la base. Puis après ça, je suis parti par moi-même. J'ai commencé
à faire ça par moi-même. J'ai fait des sites web pour des clients, j'ai gagné un peu de sous. Puis dans le temps, j'avais pas du tout l'esprit entrepreneurial. Fait que je chargeais des peanuts pour faire des sites web comme complexes. Là, Tu sais pas travailler à $1 de l'heure, finalement, quasiment. Là. Puis en rétrospective, je trouve ça drôle parce que c'est un peu, pas une opportunité ratée, mais si j'avais... j'étais un peu plus comme en mode artiste, là, disons, qu'en mode entrepreneur. Mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que c'est ça. C'est j'étais pas entouré d'esprit entrepreneurial autour de moi. Fait que vraiment, juste j'apprenais, mais j'appliquais pas d'angle entrepreneurial comme j'ai pu l'appliquer avec Transit. En fait, c'est à partir de Transit que là, je suis vraiment embarqué dans une... Donc, parlons-en de Transit, mais avant, je vais quand même dénoter quelque chose d'important. Tu es parti à partir d'un besoin. Et souvent, les entrepreneurs, soit tu pars à partir d'un besoin dans le marché que tu vois, tu peux tout aussi bien partir d'un besoin que toi, tu remarques dans le marché. Donc, j'aime beaucoup ça, cet aspect-là. Tu as été autodidacte, tu as modélisé aussi. Trouves-tu pas des fois, souvent, qu'en affaires, avec tout le focus qu'on met sur la créativité, l'innovation, que justement, il y a beaucoup de gens qui tentent de réinventer la roue, plutôt que de peut-être essayer de voir aussi de modéliser ce qui se fait et apporter sa touche. C'est quoi ton opinion là-dessus? En fait, moi, j'ai tendance à croire que le meilleur produit, c'est celui qu'on veut utiliser en premier. J'ai côtoyé quand même beaucoup d'entrepreneurs qui concevaient quelque chose, qui pensaient qu'il y avait un besoin sur le marché, mais tant que tu ne vis pas ce besoin-là toi-même, tu es un peu comme tu avances à l'aveuglette, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu construis. Tandis que nous, dans notre cas, Transit, c'était moi et un ami qu'on trouvait que toutes les applications de transport en commun, ça pourrait être beaucoup plus simple, puis ça pourrait utiliser les technologies qu'il y avait dans les téléphones à ce moment-là, la géolocalisation, principalement. Puis c'est parti de là, juste pour dire, on veut faire une meilleure application pour le transport en commun. On l'a conçu. Puis, comme souvent, ce qui arrive, c'est que quand toi, tu as un besoin, il y a souvent des milliers d'autres personnes qui ont le même besoin. Fait qu'on a lancé l'application, puis rapidement, dans le fond, on s'est rendu compte que c'était le cas, puis il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient le même besoin. Mais tu sais, ça, c'est un esprit plus... c'est que moi, je suis un cofondateur designer. Fait que c'est facile pour moi de dire ça, parce que moi, en tant que designer, je suis toujours en train de concevoir des choses que je trouve qui marchent mal pour répondre à un besoin plus comme produit. Tandis qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont plutôt business. Comme ils vont regarder le marché, ils vont dire « OK, ça, c'est un problème » ou « Là, il y a une opportunité », ils vont embarquer là-dessus. Puis souvent, ça fonctionne. Je dis pas que ça fonctionne pas. Les deux peuvent fonctionner. Les deux fonctionnent absolument. C'est juste que moi, en tant que concepteur, si on veut, j'ai plus l'approche... si c'est pas un problème pour moi, je me dis que je vais me planter. Même à l'intérieur de Transit, des fois, on fait des fonctionnalités, puis je me dis, moi-même, je vais pas utiliser ça. Fait que là, ça devient super difficile de concevoir ça parce que tu conçois quelque chose que toi-même, tu n'es pas l'utilisateur de ça. Fait que, mais encore une fois, ça, c'est une approche plus, disons, design. Donc, si tu avais à nous décrire Transit en quelques mots, peut-être pour que les gens saisissent un peu ce que tu as bâti, l'utilité de tout ça et comment, avec la technologie, on peut faire vraiment quelque chose d'incroyable aujourd'hui, comment tu le décrirais? Transit, c'est une application qui affiche les modes de transport dans la ville. Ça fonctionne à Montréal, dans une centaine de villes en Amérique du Nord et en Europe. L'idée, c'est que j'ouvre l'application, ça m'affiche les trucs autour de moi. Fait qu'à Montréal, tous les réseaux de la STM, Bixi, Communauto, Car2Go, Uber, Théo. Tout ce qui est transport en commun. Tout ce qui est transport en commun, sauf voiture solo. Nous, dans le fond, on essaye de promouvoir, c'est ça, le transport alternatif. Puis la grande différence de Transit à la base, c'était que la plupart des applications dans le temps, en fait, tu avais Google Maps. Google Maps qui était très bien pour je sais pas comment me rendre là-bas. Fait que là, tu rentres ta destination, ça veut dire que tu peux prendre tel trajet. Nous, on trouvait que ça faisait bien le travail. Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment, j'attends la 55 en ce moment. Je veux savoir quand est-ce que la 55 passe. Puis Google Maps, c'était long pour rien. Puis la plupart des applications dans le temps, c'est que tu devais aller chercher la 55, la direction nord, chercher ton arrêt, puis tu avais les 4 prochains départs. Nous, on s'est dit, les téléphones ont des GPS, mais dans le temps, il y a peu d'applications qui utilisaient le GPS. La plupart des applications de transport en commun dans le temps, tu naviguais une base de données. Fait que tu avais une longue liste, tu tapais une longue liste, tu tapais... Fait que c'est une approche plus ingénieur qu'il y avait dans le temps. Fait que nous, l'avancée, c'était vraiment juste de prendre le GPS, affiche-moi ce qu'il y a autour de moi, parce qu'il y a des bonnes chances que où est-ce que je me trouve en ce moment, ça soit l'information que je cherche en ce moment. Fait que la 55, j'attends la 55, ça me géolocalise à l'arrêt de la 55. Fait que la première qui est affichée en haut, c'est la 55, puis j'ai l'information sans avoir rien tapé, sans avoir rien cherché. Wow! Puis un autre aspect, c'est vraiment de réutiliser toute la charte de couleurs, de symboles graphiques de la ville pour vraiment que tu ouvres l'application puis tu feels que ça a été conçu pour la ville. C'est ça. Okay. Donc, c'est la même chose pour toutes les villes à travers le monde? C'est le même concept. Après ça, c'est ça, les couleurs changent, les symboles graphiques changent. T'sais, à Montréal, on va utiliser le logo du métro.
Ça, c'est assez évident, mais sinon, mettons la 747, que son logo de le chevron avec l'avion dedans, bien, ça, on va utiliser ça. Les gens ne se sentent pas dénaturés quand ils arrivent ça. dans l'application. Ça a l'air connu, donc c'est très... Oui, puis souvent, en fait, des fois, en fait, le but, c'est que ça file que l'application a été créée pour cette ville-là. Puis même que souvent, les gens nous contactent en pensant que nous, on est la société de transport, puis c'est à cause que nous que ça veut dire que vous faites une bonne job. Oui, mais en même temps, c'est ça. Ça a son désavantage parce que, tu sais, les gens, des fois, ils nous écrivent un email pour dire le chauffeur de tel autobus m'a pas laissé rentrer. Puis ils font des plaintes à nous, puis là, nous, on les redirige vers la société de transport. Mais c'est aussi pas évident là, à comprendre pour la majorité des gens que, dans le fond, nous, on est juste les messagers, mais que derrière, il y a la société de transport, puis nous, on fournit l'information. Fait que c'est un avantage et un inconvénient. Cool. Tu disais tantôt, Sam, que tu avais plus un âme artiste au départ. Ouais. Et là, maintenant, tu es PDG d'une entreprise en hyper-croissance à l'échelle mondiale. As-tu des défis de passer d'un âme artiste à peut-être manager, entrepreneur? Quels sont les défis que tu as rencontrés, même si tu as encore ton corps artistique? Ouais. Est-ce que tu as rencontré des défis d'entrepreneur? Les plus grandes leçons que tu as eu à apprendre? Ben en fait, il y a l'aspect, c'est ça, il y a l'aspect, disons, vendeur de rêve là, qu'il fallait que j'apprenne parce que dès le départ, en fait, une de mes faiblesses que je considérais, c'était que, tu sais, je twistais jamais les mots, je disais toujours les choses telles qu'elles étaient. Puis un autre aspect, c'est vraiment tout l'aspect plus manager. Fait que, tu sais, engager du monde, gérer du monde, tu sais, j'avais jamais fait ça, puis Guillaume, mon partenaire, non plus. Fait que je suis rentré dans un accélérateur d'entreprise à Montréal. Qui offre des formes, en fait, de mentorat qui vous a énormément aidé. Parce que nous, ça faisait 1 an qu'on faisait Transit dans notre salon. On avait un modèle d'affaires, mais vraiment, tu sais, comme... Vous avez démarré ça dans votre salon, à programmer ensemble. Okay. On a démarré ça dans notre salon, vraiment, encore une fois, pour répondre à un besoin personnel. Nous, on se disait, les gens dépensent 80$ par mois pour se déplacer en transport en commun. Ils vont bien dépenser 99 cents par mois pour avoir une meilleure expérience d'information. Puis dans les faits, ben c'est pas du tout arrivé. Dans le fond, 10% de nos utilisateurs payaient. Puis on se faisait ramasser dans les reviews parce que genre on n'était pas gratuit. T'sais, c'était déjà la pente ascendante de toutes les apps doivent être gratuites. Comment vous gériez ces critiques-là à l'époque? On peut rien faire. T'sais, soit on avait des 5 étoiles, les gens adoraient l'application, ils étaient prêts à payer, soit c'était 1 étoile, comment ça que c'est pas gratuit. Fait après 1 an, dans le fond, on avait une bonne 20 000 utilisateurs à peu près. Wow. On était dans peut-être une 40aine de marchés. On avait reçu de la promo par Apple parce que Apple aimait bien ce qu'on faisait sur l'App Store. Puis là, après 1 an, ben c'est ça, on avait fait 30 000 $ en revenus, ce qui est correct pour un développeur indépendant, mais à 2, ça fait 15 000 chaque, puis que tu peux pas engager un employé. Fait que là, on s'est dit, ben soit on arrête... Tu sors pas du salon avec ça. Non, tu sors pas du salon avec ça. Non, tu prends surtout pas de bureau. Fait que on s'est dit, ben soit on arrête, on aimait beaucoup ce qu'on faisait, puis on voyait que ça répondait à un besoin, sauf qu'on faisait pas d'argent. Fait qu'on a dit, soit on arrête, soit on essaye de la manière des VC, là, avec le capital de risque, qu'on voyait beaucoup qui se faisait en ce moment, mais on était un peu réticents parce qu'on avait peur, dans le fond, de vendre notre âme, puis que, genre, dans le fond, c'est les VC qui décident de l'orientation de la compagnie, ce qui est pas faux, mais après ça, ce qu'on aurait à dire rapidement, c'est que tu choisis tes VC, puis tu choisis des investisseurs qui croient fermement en ce que tu fais et pas juste au modèle d'affaires derrière. Avec des valeurs similaires. Avec des valeurs similaires. Fait à Thunderfield, dans l'accélérateur, c'est ça, on a trouvé, dans le fond, John Stokes, qui est un des partenaires de Real Ventures, puis lui, il avait une profonde rage contre le transport en commun parce qu'à chaque fois qu'il le prenait, ben ça se passait mal, puis il trouvait que l'avenir des villes est dans le transport en commun, puis on en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, que pour transporter du monde efficacement en ville, la voiture a ses limites, puis à un moment donné, il faut s'orienter vers d'autres choses. Fait que c'était d'où je suis parti avec ça. Fait que dans Thunderfield, en fait, la première chose que j'ai appris, parce que là, tu prenais deux programmeurs de leur salon, puis tu les mettais dans un environnement vraiment plus business. Puis là, moi, j'étais entouré d'entrepreneurs, parce que les CEO des autres startups, c'était tout du monde qui sortait d'HEC, qui avait d'expérience en business. Moi, je connais absolument rien là-dedans. Fait que là, on parle de cap table, de financial statements, de hiring, de fundraising, de marketing. Moi, je sais absolument rien de tout ça. Fait que je suis un peu perdu. On m'a aidé un peu, mais en même temps, j'ai beaucoup appris sur... Comment tu gères ça à ce moment-là? Parce que souvent, des entrepreneurs, on dit toujours qu'il y a 3 types d'entrepreneurs: entrepreneur marketing, entrepreneur client, entrepreneur produit. Donc, toi, dans ce moment-là, tu te mets-tu à douter de toi? Tu te dis-tu, je pourrais pas apprendre le marketing, je pourrais jamais vendre comme certaines personnes à qui que tu côtoies à ce moment-là dans le Founders Fuel?
Ben, je pense que Non, je le voyais comme une force parce que OK. j'étais clairement un entrepreneur produit. Le marketing, c'était moins... Tu sais, on est rentré dans Fund de Fuel avec plus d'utilisateurs que toutes les autres Que d'autres compagnies. personnes, OK. C'est ça. Fait que, on avait déjà ce qu'on appelle le product market fit. Nous, on l'avait déjà. Tu sais, on voyait que l'application répondait à un besoin. C'était juste, la question, c'est comment est-ce qu'on va grossir ça? Puis là, il y avait la question de marketing, comment on fait du marketing. Puis rapidement, on s'est rendu compte que le marketing, à nous, c'est le bouche-oreille. Tu sais, c'est les gens qui s'en parlent. Puis les gens utilisent en moyenne l'app 5-6 fois par jour. Fait que quand tu utilises une app 5-6 fois par jour, tu en parles à ton entourage. Fait que ça, rapidement, on a réalisé que dans le fond, le marketing, pour nous, c'est pas que c'est pas important, mais on en a peut-être... C'est pas si important qu'on pensait. Puis, tu sais, en fait, la manière que c'est arrivé, c'est qu'aux entrevues, c'était juste moi puis Guillaume. Puis les partenaires de Real Ventures ont dit, fait que c'est qui le CEO? Puis là, moi puis Guillaume, on s'est regardé, puis là, moi, j'ai dit, ben, j'imagine que c'est moi, genre. Mais comme, tu sais, c'était vraiment... Ça en prenait un. Ça en prenait un. Étiez-vous des amis d'enfance, là? Ou comment vous étiez rencontrés à non, l'école? En fait, Guillaume, il est un peu plus jeune que moi. Puis lui, quand il était sur le point d'avoir 18 ans, il m'a contacté parce que je faisais des applications iPhone. Puis dans le temps, il y en avait beaucoup moins qui en faisaient. Il m'a contacté par email. Il m'a dit, ouais, ça fait longtemps que je suis ce que tu fais. Je suis sur le point d'avoir 18 ans. Comment ça marche de développer des applications iPhone? Parce que Apple demandait que tu aies 18 ans dans le temps pour développer des applications iPhone. Fait que là, il m'a posé une couple de questions, j'ai répondu, puis c'est comme ça. Puis en fait, sa deuxième application, je pense, c'était une application de transport en commun. Oh. Fait que c'était une des applications que j'aimais moins, mais clairement, il y avait de l'expérience là-dedans, puis j'ai envoyé souvent du feedback. Donc puis... là, vous vous retrouvez dans le bureau. Qui est le CEO? Ouais. Il y a un regard qui se change. Il y a un regard qui se change. Ben, c'est qui est le plus game de faire ça? Puis ben, vu que Guillaume était beaucoup plus technique, moi, je pense qu'on a juste... Je me rappelle pas qu'on a eu une discussion à propos de ça, mais les deux, on était relativement introvertis. Mais je pense que je l'étais peut-être un petit peu moins. Fait que là, j'ai dit, bon, ben ça va être moi, mais clairement, je réalisais pas dans quoi je m'embarquais. Puis... Wow. J'adore cette histoire-là parce que c'est tellement contre-intuitif de ce que l'on entend dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. On va souvent entendre faut être extraverti, faut savoir se vendre, faut avoir une vision claire. Ça aide, c'est clair. Ça l'aide, ouais. mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'à défaut de ne pas avoir ça... C'est impossible de s'en sortir. Exactement, c'est ça que j'aime. Ouais. En fait, c'est ce que je comprends aussi de ton histoire, Ouais. que tu peux aussi faire ton chemin avec d'autres forces qui sont peut-être moins reconnues au départ dans le monde des affaires. Oui, puis ça s'apprend. Tu sais, comme si je compare mon mois de 2013, Fund de Fuel, c'est en 2013, mon mois de 2013 versus aujourd'hui, tu sais, c'est le jour et la nuit. Puis tu sais, je suis pas rendu un salesman incroyable qui vend du rêve, mais tu sais, je suis beaucoup plus... je suis capable de bâtir une meilleure histoire, puis je suis capable de mieux présenter les choses que je l'étais en 2013. Puis je veux dire, je suis entouré de monde qui sont bien meilleurs que moi pour faire ça. Puis on partageait notre bureau avec d'autres startups il y a une couple d'années, puis il y avait un CEO de cette startup-là que, genre, j'hallucinais. Genre, il parlait au téléphone, puis ce qu'il disait au téléphone, je savais que c'était tellement, genre, distorsionné comme de la réalité, parce que moi, je voyais la startup au jour le jour. Puis lui, il prenait le téléphone, puis il disait des choses, puis c'était complètement l'inverse. C'était jamais du mensonge, mais il twistait les mots, tu sais, puis moi, j'étais comme, aïe, c'est incroyable. Puis j'ai beaucoup appris de cette personne-là. Ouais. Puis finalement, cette startup-là, c'est mort parce que, justement, entre autres, parce que ce qu'il disait, les investisseurs ont réalisé que c'était pas la réalité. Ouais. Mais moi, j'aurais tendance à dire que notre situation à nous, à moi et Guillaume, c'est beaucoup plus facile de se lancer en affaires comme ça que... Moi, je rencontre souvent des gens que c'est des CEO business. Ouais. Ils ont une idée, mais au début... Ils n'ont pas de produit. Ils n'ont pas de produit. Puis au début d'une startup, tu n'as pas tant besoin de quelqu'un de business. T'sais, au début d'une startup, tu as besoin d'un produit. C'est ça. Fait que là, tu as un gars business... Qui répond à un besoin. Qui répond à un besoin. Fait que là, tu as un gars business qui ne sait pas programmer, qui ne sait pas faire de design. Puis là, j'ai dit, OK, ben ton idée est cool, mais bonne chance de trouver un programmeur et un designer, parce que là, tu as besoin de trouver deux personnes. Puis le designer, tu peux t'en passer, mais comme dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que le design devient de plus en plus... Surtout avec la barre qu'Apple a mis, maintenant tout le monde les modélise aussi. C'est ça, exact. Puis fait que là, ils sont pognés à trouver, dans le fond, ces personnes-là qui croient aussi fort à l'opportunité qu'aux fondateurs. Puis dans les faits, c'est que, tu sais, souvent, ces personnes-là vont dire « Ah oui, je vais leur donner une petite part de la compagnie. » Mais dans les faits, en début de compagnie comme ça, le programmeur ou le designer, il apporte bien plus de valeur que le gars business. Tout le monde dit que tout le monde peut avoir une idée, puis ce qui fait la différence, c'est l'exécution. L'exécution, c'est justement c'est le programmeur, c'est le designer. Puis le gars business peut avoir une influence sur comment est-ce que le produit est conçu et tout. Mais moi en tout cas, je trouve ça excessivement touchy là, je suis d'accord. De bâtir une compagnie comme ça. Donc, comme quoi, une compétence, ça se développe aussi. Les gens peuvent être en affaires maintenant.
identifier peut-être une lacune ou une carence, mais en fait, avec le temps, il faut faire du temps hôtelier, en fait. Donc, en 2013 et tout aujourd'hui, il y a un progrès sur plusieurs sphères et tout en demeurant quitté comme entrepreneur. Quand on regarde de l'extérieur, Sam, votre business explose. Y a-t-il encore des défis? Comme genre, y a-t-il des moments aussi que vous vous dites où c'est qu'on s'en va avec ça, où ça va-tu fonctionner, on va-tu y parvenir? Parce que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, souvent, les setbacks, les déceptions peuvent être nombreuses. C'est-tu quelque chose que vous rencontrez? Puis si oui, comment est-ce que toi, tu gères ça? Ou... Ben oui, c'est sûr qu'il y a toujours des setbacks. Comme, tu sais, la croissance, c'est un peu le nerf de la guerre là, dans le monde dans lequel on est. Surtout dans notre cas où est-ce que notre modèle d'affaires est pas super bien établi. On fait un peu d'argent. On fait de l'argent avec tous les partenaires de transport. Tu sais, chaque fois qu'on envoie quelqu'un à Uber, à Communauto, à Bixi, nous, on se fait une commission là-dessus. Ça rapporte un peu d'argent, mais c'est pas un modèle d'affaires aussi clair que, mettons, Airbnb, où est-ce qu'ils se prennent une cote sur chaque location, puis c'est le core de leur business. Fait que nous, dans le fond, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que souvent, le focus est reporté sur la croissance de la base d'utilisateurs. Puis nous, on est en croissance constante. On ne va jamais vers le bas, sauf que ça pourrait être en croissance plus rapide. Fait que on essaie toutes sortes de choses sur comment accélérer la croissance, comment accélérer la croissance. Fait que là, à chaque fois, ce que tu fais, tu fais des bets. Tu te dis comme, on pense que si on fait ça, ça aura un impact sur la croissance. Là, tu le lances, puis là, c'est comme, ça n'a pas eu l'effet qu'on pensait. Puis là, c'est comme, bon, tabarnouche, on va recommencer. Puis puis on apprend de tout ça. Mais c'est clair. Il ne faut pas avoir peur de tester. Non, faut être humble. Faut pas avoir peur de tester, mais en même temps, il ne faut pas mettre trop de ressources sur les tests parce que tu as le roadmap du stratégique, si on veut, parce que nous, on regarde le domaine du transport qui est en pleine effervescence puis qu'il y a une explosion du nombre d'options. Là. À Montréal, on le voit un petit peu moins, là, mais comme aux États-Unis, comme tout ce qui est les vélos sans point d'ancrage qui sont drapés un peu partout. Là, maintenant, tu as des trottinettes à LA. Tu as toutes sortes, comme dans des villes comme New York. Uber, ici il y a Uber et Théo, mais à New York, il y en a 5-6 des systèmes comme ça. Fait qu'il y a vraiment une fragmentation des options de transport à laquelle on assiste en Amérique du Nord. Plus aussi l'enjeu environnemental aussi qui est associé énormément à ça. Là. Absolument. Puis les gens sont... Oui, sauf que les gens sont tannés d'être pris dans les bouchons, mais le transport en commun pourrait régler ce problème-là. Ce qui permet aux gens de facilement faire le saut de j'ai 2 voitures à j'ai une seule voiture ou j'ai pas de voiture. Je fais du transport en commun. C'est le transport en commun, mais c'est tout l'ensemble qui permet de... Tu sais, moi, quand j'ai besoin d'une voiture, je prends une Car2Go ou je prends une Communauto. Quand il n'y a pas de Car2Go, je peux prendre un Uber. S'il y avait juste le transport en commun, il y a des bonnes chances que j'aurais une voiture personnellement. Moi, j'ai pas de voiture. Ce qui me permet de ne pas avoir de voiture, c'est qu'il y a toutes ces options-là qui me permettent de me déplacer en ville sans voiture. Fait que pour revenir à, tu sais, tu as le roadmap plus stratégique. Nous, comment on se positionne par rapport à cette évolution-là, puis à cette... Il y a beaucoup de gens qui appellent ça la troisième révolution, dans le fond, là, des transports, parce qu'avec l'arrivée des voitures autonomes, il y a des bonnes chances que les gens ne possèdent plus du tout de voiture. Là, on parle dans 10, 15, 20 ans, dépendamment des estimés. Fait que nous, comment on se positionne par rapport à Quelles étaient les 2 premières révolutions en passant? La première, c'était de passer du cheval au tramway. Puis la deuxième, c'est la voiture personnelle. OK. Puis dans le fond, à chacune de ces révolutions-là, la ville change complètement. T'sais, au début, très intéressant, c'est vrai, ouais. Au début, c'était des rues énormes, qu'il n'y avait pas de feu de circulation, que la plupart des gens marchaient. On oublie ça, c'est vrai. C'est ça. Puis après ça, la voiture personnelle, c'était la promesse qu'on peut aller partout où on veut, rapidement. Quand on veut, oui. Quand on veut. Ça a marché pendant 15-20 ans. Puis après ça commence à bloquer. On va rajouter des voies. Puis là, maintenant, c'est prouvé qu'à chaque fois que tu rajoutes une voie, ça fait juste empirer. Puis fait que là, maintenant, la troisième révolution du transport, c'est la promesse que la voiture autonome, si elle est partagée, fait en sorte que, partagé de la même manière que Car2Go est partagé, qu'on se ramasse avec une diminution du parc automobile de 95 %. Fait que là, tu prends toutes les voitures qu'il y a en ce moment, tu enlèves 95 %, tu te ramasses avec la ville du futur. Fait que là, tu as des méchantes rues puis des méchantes autoroutes que tu peux vraiment réaménager, redonner à la ville, redonner aux citoyens. Mais ça, c'est si ça se fait bien, parce que le scénario plus horreur de la voiture autonome, c'est que tout le monde finit par s'acheter sa propre voiture autonome. Fait que là, le matin, tu pars dans ta voiture, puis là, ça favorise l'étalement urbain parce que tu peux travailler à 3 heures. C'est pas grave parce que le temps que tu conduis, c'est du temps de productivité parce que tu peux travailler dans ta voiture. Fait que là, la voiture va te porter à la job, puis elle retourne chez toi se parker. Fait que là, tu te ramasses avec 2 fois plus de trajet qu'aujourd'hui. Fait que ça, c'est le scénario plus horreur des voitures autonomes. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis nous, on a une responsabilité d'influencer les choix des gens parce que les gens ouvrent Transit pour
savoir c'est quoi leurs options de transport. Puis le jour où il y a un service de voiture autonome qui est lancé dans une ville, nous, on a le pouvoir de driver les gens vers ces services-là. Versus, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens, puis ça va arriver, c'est certain, il y a des gens qui vont juste acheter leur propre voiture autonome parce que ils veulent leur truc à eux. Au début, ça va être les plus riches parce que ça va coûter super cher. Ouais. Puis aussi, c'est que la voiture autonome, il y en a beaucoup qui disent que ça va être une extension de soi-même. T'sais, imagine la voiture autonome en mode... c'est comme ton deuxième salon. On le voit déjà avec les tests de Tesla en Californie. Absolument. C'est impressionnant. Oui, bien ça, c'est au niveau de la conduite, mais même après ça, c'est que à partir du moment que tu n'as plus besoin de faire face à la route, puis tu n'as plus de volant, tu mets tous tes bancs comme ça, tu as un salon, c'est un salon roulant. C'est dur à imaginer, mais ça s'en vient. on pourrait parler pendant 1h30 des voitures autonomes. Là. Je le sens, la passion est incroyable. Mais tout pour dire, c'est qu'il y a encore des défis, vous testez. Ouais. Et encore une fois, vous avez le roadmap, mais en même temps... Je sors de sujet en sujet, ouais. Non, mais c'est bon parce que c'est très intéressant. J'apprends des choses et c'est important que les gens comprennent aussi ton univers. Là, donc, Fait que tu as le roadmap plus stratégique de nous, comment on se positionne par rapport à cette révolution-là. Puis, de l'autre côté, tu as le roadmap plus croissance d'utilisateurs. Puis, l'important, c'est de bien balancer les deux parce que tu veux pas tout mettre sur la croissance. Puis, pendant ce temps-là, tu te fais dépasser d'un point de vue stratégique parce que tu veux être bien positionné pour le futur. Mais en même temps, si tu mets tout sur le stratégique, puis là, ta croissance, elle commence à descendre, bien là, c'est le début de la fin. Puis, tu n'auras plus d'investissement, dans le fond. Parce que nous, on a recours à du capital de risque. Là, vous venez juste de finir de faire une ronde. C'était-tu votre première ronde? Non, c'était notre quatrième ronde. Fait que là, on a levé notre dernière ronde de financement, c'était en avril de l'année passée. Qui était tout un succès. Oui, c'était bien. Ben, c'était, tu sais, quand tu compares à l'industrie, c'est pas une ronde énorme. Là. On a levé 5 millions US. Mais avec Accel Accel qui est un des grands fonds d'investissement de la Silicon Valley. Fait que ça, c'est un beau succès. Mais c'est ça, on compare aux autres compagnies qui lèvent là, des sommes astronomiques avec beaucoup moins que ce qu'on peut avoir nous. Puis ça, je le blâme souvent sur justement ma personnalité plus terre à terre de pas vendre du rêve, puis j'arrive, puis je dis les choses. Puis je commence à être meilleur pour nous projeter dans l'avenir, puis dire comme voici ce qui va arriver, puis voici où est-ce qu'on va être. Mais je vends pas du rêve. Fait que ça, Mais en même temps, c'est pas mauvais non plus parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'avant, ça nous énervait qu'on n'était pas capable de lever plus d'argent. Aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a une bulle en ce moment vraiment de compagnies surévaluées. Peut-être qu'elle ne va jamais péter la bulle, mais ce qui est certain, c'est que nous, les compagnies qui ont réussi à lever 50 millions dans notre domaine, eux, ils ont beaucoup plus de pression de la part des investisseurs pour monétiser. Puis quand tu vaux 500 millions sur papier, là, te faire acheter, c'est beaucoup plus difficile aussi. Absolument. Fait qu'il y a beaucoup plus de pression. Fait que nous, on est un peu à l'abri de cette pression-là. On en a, mais beaucoup moins que ces compagnies-là. Fait qu'on a un petit peu plus de marge de manœuvre. Puis ultimement, c'est ça, c'est que tu lèves 5 millions, 50 millions. Après ça, c'est pas ça l'important. Ouais, tu disais tantôt que c'était un beau succès. Comment est-ce que tu définis le succès aujourd'hui? Donc, tu es encore un jeune entrepreneur dans toute cette base cour-là. Pour toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait que l'impression que tu es sur le sens de ta mission, tu es sur le sens de ta contribution? Qu'est-ce qui est... Pour Sam Vermette, c'est quoi le succès aujourd'hui? Bien, d'un point de vue plus... je dirais que le succès pour moi, c'est d'aimer ce que tu fais. Comme les gens, quand ils demandent... honnêtement, l'important, c'est pas de lever des millions. L'important, c'est pas de partir une business. L'important, c'est d'aimer ce que tu fais. Après ça, moi, personnellement, c'est super important pour moi d'avoir un impact sur les gens, sur la ville, sur le monde. Puis je sens qu'avec Transit, on a ça. Je veux dire, il y a plein de jobs qui ont... En fait, la plupart des jobs ont des impacts, sauf moi, j'ai besoin, personnellement, d'avoir un plus grand impact. Puis ça, c'est avec moi depuis le tout début. Dans le fond, concevoir des produits que les gens utilisent, c'est un peu comme ça que je le vois, là. C'est que j'ai un impact sur faciliter la vie des gens. Fait que pour moi, c'est ça le succès. Puis après ça, en fait, l'important, c'est que les gens l'utilisent. Puis après ça, peu importe où on se rend avec Transit, pas que ma vie va être faite, là, parce que genre, je veux aller plus loin, c'est sûr. Mais pour moi, je suis déjà super content parce que ben, tous les jours, il y a des millions de personnes qui utilisent Transit, puis qu'il y a plein de gens qui ont vendu leur voiture à cause de Transit, puis on aide les gens à se déplacer. Puis pour moi, ça, c'est important. Là. Cool. Si tu avais à nous dire, Sam, tous les entrepreneurs qui nous écoutent présentement, les gens qui ont un projet, entrepreneurs ou pas, mais qui sont porteurs d'un projet, qui veulent être agents de changement, selon toi, trois clés, 2 ou 3 clés que tu penses que
On devrait vraiment s'arrêter, porter attention, dire ça peut faire une différence peut-être dans ta progression, avec tout le parcours que toi, tu as réalisé avec Guillaume, avec ton partenaire, à modéliser, à avoir des mentors. C'est quoi aujourd'hui les 3 clés, peut-être 2 ou 3, que tu utilises encore? Je dis ça, je peux toujours revenir là-dessus et ça va bien me servir dans mes projets. Mettons des prochains projets? Oui, ou les projets actuels, ou même les gens qui nous écoutent, tu penses que c'est des qualités, que tu penses que ça sert vraiment à un entrepreneur, une personne qui veut réaliser un projet? Oui. Si je repense au début de Transit, en fait, l'important, à mon avis, il y a 3 choses importantes. La première, c'est d'avoir des économies de côté. Parce que les gens qui veulent se lancer en affaires, une mauvaise idée, c'est de quitter ta job puis de se mettre au travail. Parce que là, tu as de la pression pour faire rentrer l'argent. Non, c'est ça. Fait que, moi, j'avais fait des contrats pendant longtemps, fait que j'avais un peu d'économie de côté. Puis ça l'a financé Transit pendant, justement, la première année. À partir de votre quartier général? À partir de notre salon. Puis c'est nos salons respectifs, on ne travaille pas dans le même salon. En plus, on travaille à distance. Wow. Vous avez des succursales, c'est parfait. Ouais, c'est ça. On a fait des franchises. La deuxième, c'est d'avoir du temps, parce que au début, là, quand tu montes un projet, puis, tu sais, c'est pas de travailler comme un acharné. T'sais, quand tu es passionné, le temps, tu vas pas le voir passer, puis tu vas vouloir travailler 70 heures semaine. Puis, au début de Transit, les deux, on faisait ça, puis on aimait notre travail, fait qu'on voyait pas le temps passer. Fait que l'argent, le temps, puis la persévérance, parce que tu vas pas l'avoir du premier coup. Puis, nous, avec Transit, on a été tu sais, j'ai fait d'autres choses avant, mais c'était beaucoup moins en mode entrepreneurial. Mais on a eu beaucoup de chance avec Transit, puisqu'on est arrivé au bon moment, puis le transport commençait à être un sujet d'importance. Il y a eu comme une espèce d'alignement des astres avec Apple, qu'eux, ils laissaient tomber Google Maps. Fait que là, ils cherchaient des applications à promouvoir. Nous, on était là au bon moment. Ils ont dit, OK, on va vous faire de la pub. Puis là, c'est ça qui a comme propulsé Transit au début. Fait que le timing est important, mais bon, le timing, tu peux pas le décider. Fait que après ça, c'est la persévérance. T'sais, si ça avait pas marché les 6 premiers mois, ben qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait continué? Je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez été assez loin, en tout cas, pour découvrir, vous donner une chance à votre projet. Donc, la persévérance est importante. Oui, non, puis on est sorti de notre zone de confort pour quand on est rentré dans Founder Fuel. Là, comme, on était vraiment en mode, je me rappelle, là, on n'a rien à perdre. Là. C'est comme soit on arrête Transit, soit on essaye ça, puis on verra ce que ça donne, puis on l'a essayé. Fait on a persévéré dans le sens où est-ce que on voulait pas vraiment le faire, mais on s'est dit, bon, on va essayer, on n'a rien à perdre. Fait que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon ami, pour l'avenir? On peut souhaiter que Transit continue à aider le monde à se déplacer. Je veux dire, ce qui se passe dans le domaine du transport, c'est super stimulant. Un enjeu mondial. C'est un enjeu mondial, absolument. Fait que, dans le fond, nous, on veut avoir un impact là-dessus. On veut on veut influencer les comportements des gens, de comment ils se déplacent. Puis, on espère qu'un jour, la ville soit un petit peu plus agréable pour tout le monde à cause qu'il y aura moins de voitures, puis il y aura plus de gens, puis de piétons et de cyclistes et de tout sauf la voiture solo. Superbe mission. Sam, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous autres et toutes les clés que tu as partagées avec nous. Vraiment très puissant. Les gens qui veulent te suivre ta mission, as-tu un réseau social de prédilection? J'ai un Twitter, mais je ne l'update pas souvent. Mais c'est Sam Vermette sur Twitter. Sinon, pour suivre ce qui se passe dans ma vie, c'est pas mal suivre Transit. Fait que, parfait. Donc, on va mettre les liens sous l'entrevue. Donc, merci énormément. Donc, j'espère que vous avez retrouvé énormément de valeur dans cet entretien-là. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir tout le monde.